Grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wai ne dai manti kala harino kan da bore na bongo se banda masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Dans l'actualité ce soir, les résultats des brevets d'études du premier cycle BEPC sont disponibles depuis hier soir. Les candidats connaissent déjà leur statut ce 1er juillet. Omar Hama et Imran Maïga étaient dans les jurys 2 et 3 de la ville de Niamey. Au ministère de la Santé publique, l'heure est à la revue semestrielle 2014 des structures au niveau central. Elle a été lancée officiellement ce matin au Palais des Congrès. Et puis dans les régions, nous irons à Tillabéri, où l'ONG Plan Niger a reçu le soutien du gouvernement à travers la visite du ministre Wassalke Boukari de l'hydraulique et de l'assainissement. Bonsoir à toutes et à tous, bonne rupture de jeûne et merci de choisir la télévision Dounian pour vous informer. Avant les résultats du BEPC, parlons tout d'abord de l'examen du baccalauréat dont les épreuves sont lancées officiellement ce 1er juillet sur toute l'étendue du territoire. 30 454 candidats planchent pour le bac cette année dans 80 jurys. Pour une première journée alors, tout se passe très bien. Suivez ce constat de Al-Mokhtar Keiné. C'est par les épreuves de français que les candidates et candidats au bac session 2014 ont débuté les examens sur l'ensemble du territoire national. Une opération qui se déroule comme prévu, en témoignent ces présidents de jury. Nous avons la série D, c'est la série D. J'ai un effectif de 411 candidats, dont 53 candidats libres et sont repartis dans 9 salles. Ça se passe normalement. Pour le moment, on n'a aucun problème. Les surveillants sont là, tous étaient là. Et les candidats également sont venus à l'heure, donc on n'a pas eu de retardataires. Bon, peut-être on dénombre quelques absents. Donc tout se déroule normalement. Tout se passe normalement. Vous avez vu, les candidats, tout le monde a répondu présent. Les surveillants sont là. On a lancé les épreuves. Pour le moment, on a déclaré, il n'y a pas de retard. Aucun candidat n'est venu en retard, tout le monde est là. J'ai au total 412 candidats. Donc j'ai fait un tour dans les salles. Nous avons dans certaines salles, vous avez 0 absent. Donc tout le monde a répondu présent. Il y a quelques absences. Pour avoir le chiffre exact, on attend la première épreuve quand ils ont amené. Donc on va vous donner le chiffre exact des absents. Sinon, dans l'ensemble, tout se passe normalement. Pendant 5 jours, les candidates et candidats seront évalués en fonction du programme dispensé en classe afin de pouvoir accéder au bac, le premier diplôme universitaire qui leur ouvre les portes de l'enseignement supérieur. Bonne chance aux candidates et candidats. Et puis, je vous le disais en titre, les candidats du BEPC, eux, avaient déjà composé. Depuis hier nuit, les résultats commencent par être disponibles. Beaucoup connaissent déjà leur statut ce 1er juillet 2014. Une équipe de la télévision Dounia était ce matin dans les jurys 2 et 3 de la ville de Niamey. Suivez son constat. Ils sont nombreux les candidats et candidates à se rendre au niveau des différents centres de délibération des résultats du brevet d'études du premier cycle, BEPC. Les résultats qui sont proclamés respectivement au niveau du jury numéro 2 et 3. Au niveau du jury numéro 2, 8 candidats sont admis à l'écrit et 32 autres candidats au second groupe. Au niveau du jury numéro 3, 8 candidats sont également admis à l'écrit et 62 à l'oral. Les candidats admis ne cachent pas leur satisfaction. Je suis candidate
cette année. Je suis admise au second groupe. Je vous remercie, mais je remercie surtout ceux qui m'ont beaucoup soutenu. Elle est en Algérie maintenant. Je suis vraiment fière. Je suis tellement fière de ma réussite. Ça a été un peu difficile. Pour ceux qui ont appris, c'est facile pour eux. Malheureusement, pour ceux qui n'ont pas appris et qui n'ont pas la chance, ça a été tellement difficile. Dans ces deux centres, ce sont évidemment des pleurs et des cris de joie qui ont suivi la proclamation des résultats. Des résultats qui sont cette année, selon les enseignants, très passables. Une situation qui s'explique par les différentes perturbations observées au cours de l'année scolaire écoulée. Effectivement, la prestation que nous donnons à ce résultat est vraiment déplorable. C'est-à-dire c'est un résultat catastrophique. Il y avait des pratiques qui se passaient par le passé où on augmentait jusqu'à 16 points aux candidats. Autrement dit, donc avec 112, normalement, tout candidat qui aurait eu 112 devrait admettre au second groupe. Mais cette année, nous avons constaté que ce n'est plus 112, mais c'est 120. Au lieu de 112, donc, il va falloir aux candidats d'obtenir 120 points pour prétendre à passer le second groupe. Et 152 points cette année pour admettre à l'écrit comparativement aux années passées où c'était 144. Vous convenez avec moi, vous allez dire qu'au regard du nombre de candidats, n'est-ce pas, le taux de 25% n'est pas intéressant. Donc cela interpelle l'ensemble de la communauté éducative, y compris les parents d'élèves. Donc je pense que ces résultats témoignent de l'activisme qui a régné durant toute l'année. Donc à savoir les grèves intempestives. Et à ce sujet, moi je pense qu'il est grand temps maintenant que les candidats comprennent. Et l'heure n'est plus au favoritisme, c'est terminé. Les taux de réussite observés au niveau du jury 2 et 3 doivent susciter des interrogations sérieuses au niveau des différents acteurs du secteur éducatif. Il est temps de relever les défis du secteur éducatif afin de relever le niveau des élèves et rehausser le taux de la réussite lors des différents examens sur l'ensemble du territoire national. Pour les candidats malheureux, tout n'est pas perdu. Il faut redoubler d'efforts afin de goûter au bonheur de la réussite l'an prochain. Restons encore sous ce registre de l'éducation pour parler de cette cérémonie officielle de remise d'attestation de formation à 30 conducteurs d'engins de terrassement au centre professionnel des travaux pratiques. C'était hier en présence du ministre de l'Équipement et du ministre de la Formation professionnelle. C'est un reportage de Taïrou Amadou. Ils sont au total 30 jeunes formés en travaux pratiques, notamment en conduite des engins et grues dans les sociétés minières où l'exigence devient de plus en plus grande en raison de l'accroissement des activités minières dans notre pays. Une formation qui, selon le directeur général du FAPCA, contribue efficacement à la politique du gouvernement. Combler le déficit de conducteurs d'engins dans le domaine des TP, de renforcer les capacités opérationnelles des entreprises et le domaine des bâtiments, des travaux publics, de professionnaliser les agents conducteurs d'engins en leur dotant de compétences en adéquation avec les exigences du métier, réduire les accidents de travail dus à la non-maîtrise des engins et grues. Mesdames et messieurs, il apparaît clairement que cette formation qui vient d'être réalisée est d'une contribution capitale à la politique du gouvernement en matière de développement des compétences, seule alternative à la productivité, la compétitivité de nos entreprises et par conséquent la croissance économique, et s'inscrit dans la droite ligne du programme de la renaissance de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, qui vise la création de 50 000 emplois par an dans tous les secteurs de l'économie. C'est le lieu aussi d'annoncer que 45 autres jeunes seront formés en conduite de gros engins pour les régions de Difa, Agadez et Tillabéri dans le cadre de l'apprentissage dual, un volet du projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC financé par la Banque mondiale. Le FAPCA continuera de déployer cette stratégie de formation ciblée dans tous les secteurs de l'économie en vue de soutenir la croissance. Présent à cette cérémonie, le ministre de l'Équipement s'est réjoui de cette initiative du FAPCA
et a souligné que cette formation doit continuer afin d'accroître notre économie. Le ministre de la formation professionnelle a quant à lui adressé ses encouragements aux jeunes apprenants qui constituent, à n'en point douter, la relève de demain. Au ministre de notifier l'importance des ressources humaines compétentes et motivées pour faire face aux différentes exigences dans le domaine minier et relever par ailleurs l'insuffisance constatée au niveau des conducteurs d'engins de terrassement. Et nous ouvrons maintenant une parenthèse religieuse pour poursuivre ce journal, le jeûne. Qui doit le faire puisque nous sommes dans le mois de Ramadan? Comment le faire, le jeûne, le remboursement et la compensation? Qu'en est-il réellement? Pour en savoir davantage, écoutez Abdelaziz Alarama. Le jeûne devient obligatoire sur un certain nombre de groupes. Et celui qui est musulman, qui a atteint l'âge de la puberté, parce que les enfants sont seulement, on leur permet de jeûner pour un apprentissage. Et celui qui est conscient, parce que le jeûne n'est pas obligatoire sur une personne qui est inconsciente. Et le jeûne devient obligatoire que quand on voit le croissant lunaire. Et ces personnes qui sont tenues à faire le jeûne sont donc tenues à respecter ces principes. Si la personne est une personne qui est vieille, c'est-à-dire un vieillard, ou une personne malade qui a une maladie chronique, ou une femme enceinte ou qui allaite, ceux-là sont donc abstenus de jeûner, c'est-à-dire sont tenus à ne pas jeûner, mais doivent donner une compensation à la place donc, du jeûne. Mais pour celui qui tombe juste malade pendant le mois de jeûne ou qui est en voyage pendant le mois de jeûne, pose le jeûne, mais rembourse après le mois de jeûne. Voilà donc les trois groupes. Celui qui a rempli les principes pour jeûner, celui qui est dans le cadre des malades et celui qui est en cas de maladie simple et qui est en voyage. Voilà les trois groupes. Parmi les trois groupes, le premier est tenu obligatoirement à jeûner, qui est celui qui a atteint l'âge de la puberté, il est musulman, ce n'est pas un enfant. Et le deuxième groupe, c'est ceux qui sont tenus de donner la compensation. Les vieillards, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Et maintenant, les femmes en indisposition sont comptées parmi les femmes qui sont en état donc d'impureté, comme elles ne prient pas, elles ne jeûnent pas aussi. Et la personne qui est malade, très simplement, qui n'est pas une maladie chronique, qui peut-être est guérie de sa maladie, et la personne qui est en voyage, qui n'est pas tout le temps en voyage, ceux-là doivent rembourser les jours qu'ils n'ont pas jeûné. Merci Abdelaziz Alarama. Et religion encore, le port du voile et du hijab par nos sœurs musulmanes, une exigence de la religion, exigence qui se fait davantage ressentie dans ce mois béni de Ramadan. Pudeur et bonne attitude obligent. C'est un reportage d'Aïssa Ibrahim. D'origine proche orientale, le port du voile ou du hijab est obligatoire pour les femmes et pour les filles par ordre du Tout-Puissant et Miséricordieux. En effet, le port du voile ou du hijab est un signe de distinction musulmane et de bon exemple car une femme pure est celle qui s'habille décemment. Le voile ou le hijab en islam doit être porté partout et par toutes les femmes et filles musulmanes, et cela en toutes circonstances. Le port du hijab est une obligation sur la femme musulmane croyante. Allah le Très-Haut a appelé le messager alayhi salatu wassalam dans un verset de la sourate 33 au verset 59. Allah lui dit: ô messager, dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes de croyantes de se vêtir, donc de se voiler avec une tenue donc vestimentaire décente. Et qu'on soit pendant Ramadan ou pas, la femme doit se comporter ainsi, la femme doit se vêtir, la femme doit mettre la tenue vestimentaire islamique. Mais c'est devenu coutume, quand Ramadan vient, les gens s'adonnent à une adoration et ils s'adonnent aussi à l'approche de Dieu, et c'est ce qui fait que la majorité des femmes se voilent pendant Ramadan et après Ramadan, elles posent le voile. Mais qu'elles reconnaissent que c'est une obligation, la femme doit se voiler, qu'elle soit en temps de jeûne ou pas. Avec le mois de Ramadan, les femmes achètent les voiles en grande quantité. Selon certains vendeurs, cela s'observe uniquement lors de ce mois béni car toutes les femmes veulent se conformer aux prescriptions de l'islam et se fondre à la masse. ijabo batme haw wala me haw banto hinno ijabo gaba wat ko bamare ambar me haw manu ngene di gari gum iga se tu me haw wara igari gum ngi bonan kan si be di jabde yam boy kagi jabre
D'autres femmes, par contre, se voilent par simple conviction dans le souci strict de respecter certaines valeurs. Même pas en période de carême, les voiles, c'est une identité, ça permet de faire l'identité. Dès qu'on te voit voiler, la première idée qui va venir dans la tête, celle-là, c'est une musulmane. Ça nous permet de nous couvrir. Ça nous permet aussi de nous protéger des rayons solaires. Les filles-là qui se comportent de la sorte, il faut les voiles là, il faut les mettre même si c'est pas en période d'un 6 mois quoi. Le port du hijab ne doit pas être pratiqué que pendant le mois de Ramadan. Il est obligatoire et important pour toute femme ou fille de respecter le code vestimentaire d'un bon musulman durant le mois de Ramadan ou pas. Et puis santé maintenant, la revue semestrielle 2014 des structures du niveau central du ministère de la Santé publique s'est ouverte ce matin au Palais des Congrès. C'est le secrétaire général du ministère qui a lancé les travaux. C'est un reportage signé Halimatou Abdou avec Issa Hassan. À travers cette rencontre, le ministère de la Santé publique procède ainsi à l'ouverture des travaux de l'évaluation des plans d'action 2014 au titre du premier semestre des structures du niveau central du dit ministère. Une rencontre qui a pour but d'assurer un consensus autour des principales orientations et des stratégies à dégager à l'avenir. La revue semestrielle est une opportunité, est une occasion de mesurer le chemin parcouru et aussi pour réorienter pour la période restante les activités en vue d'atteindre les résultats. C'est pourquoi nous espérons qu'une analyse très approfondie de la mise en œuvre de ce premier semestre soit faite en vue d'assurer non seulement l'évaluation des performances, mais aussi cette orientation pour l'atteinte des résultats pour fin d'année 2014. Des travaux qui s'inscrivent dans le cadre des mécanismes retenus pour la mise en œuvre du plan d'action sanitaire 2011-2015 signé par le ministère et ses partenaires, a laissé entendre le secrétaire général du ministère de la Santé publique. Cette rencontre nous donne l'ultime occasion de faire ensemble le bilan physique et financier de la mise en œuvre des PA 2014 au titre du premier semestre, tout en faisant ressortir les contraintes et les mesures appropriées pour une meilleure exécution des activités. C'est également l'occasion de faire l'évaluation des progrès et des performances enregistrées dans la mise en œuvre du plan de développement sanitaire 2011-2015 sur la base de l'identification des difficultés contraintes et de formuler des recommandations appropriées pour une meilleure mise en œuvre des activités du second semestre 2014. Ainsi, durant 4 jours, les participants vont échanger afin de dégager des plans d'action cohérents permettant d'élaborer des directives pour le semestre à venir. L'actualité dans nos régions, et nous commençons par Tillabéri, au village de Nassiré, où l'ONG Plan Niger a reçu le soutien du gouvernement. Wassalke Boukari, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, était dans ce village pour encourager Plan Niger pour ses activités dans la région du fleuve. C'était en présence du gouverneur de la région, Ismaël Beidi, de la station régionale d'Ounia Tillabéri. C'est à l'entrée de la ville de Tillabéri que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et la délégation qui l'accompagne ont été accueillis par les autorités administratives et coutumières de la région du fleuve, avant de se transporter dans le village de Nassiré, situé dans la commune rurale de Dessa. Objectif, visiter les réalisations de Plan Niger dans le dit village. Après les mots de bienvenue du chef du village et du maire de la commune rurale de Dessa, le gouverneur de la région de Tillabéri a pris la parole pour d'abord remercier Plan Niger, qui est l'un des partenaires qui appuie l'État dans l'amélioration des conditions de vie des populations, avant de féliciter les habitants du village pour leur engagement dans la mise en œuvre de l'assainissement total piloté par la communauté
et de soutenir les efforts de l'État et de ses partenaires et de pérenniser les acquis. Le représentant résident de Plan Niger a exhorté les habitants du village de Nassiré à continuer d'être une communauté exemplaire sur le plan de l'assainissement. On est déterminé à assurer que les épidémies causées par l'eau ou autres, on les élimine. Ça, c'est prioritaire. Et on aimerait que les questions de choléra et autres n'en parlent plus dans les villages. Mais vous devez continuer à être une communauté exemplaire comme vous êtes aujourd'hui. C'est un grand défi pour l'humanité d'avoir un petit coin si bon. Ensuite, le ministre a visité les réalisations faites par Plan Niger dans le village, à savoir un forage, des classes, des latrines construites dans le cadre de l'approche assainissement total pilotée par la communauté et une banque céréalière. À l'issue de cette visite, le ministre nous situe l'objet de sa mission. Aujourd'hui, nous sommes venus ici à Nassiré pour voir l'approche ATPC. Comment Plan Niger est en train de mettre en œuvre une stratégie permettant aux populations de prendre en charge par elles-mêmes la responsabilité de faire des latrines familiales. Il ne faut pas attendre que ce soit quelqu'un qui vienne vous faire vos latrines. Mais on peut vous aider pour faire des latrines. Et vous savez que par exemple dans cette zone, le choléra sévit presque de manière endémique. C'est exclusivement lié à la question de l'eau potable et de l'assainissement. Et nous sommes venus ici à Nassiré où on a vu un exemple d'un village qui a pris en main la question d'amélioration de son cadre de vie. Et c'est pour cela que nous sommes venus véritablement les encourager. Et nous souhaitons que les autres villages imitent ce qui est en train donc de se faire ici. C'est vraiment l'objet de cette visite. Et d'ailleurs, nous allons continuer ce genre de visites partout pour nous enquérir des réalisations des ONG qui sont en train d'aider le gouvernement et les populations dans les mises en œuvre donc, des politiques sectorielles. C'est sur une note de satisfaction qu'a pris fin cette mission du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement dans la région de Tillabéri. Et Plan Niger se reconforte davantage dans la réalisation de ses actions de développement dans la région du fleuve. Ressortissant de la région de Tawa, plus précisément du département de Madawa, l'honorable député Zakaria Oumaman, en demandant la confiance de ses concitoyens lors des élections législatives pour le compte du MNSD Nassara, prenait l'engagement ferme d'être au cœur de leurs préoccupations. Fidèle musulman de son État, homme de parole, Yaoumaman traduit en actes ses promesses. Soucieux de la santé des populations, le député national vient à travers cette cérémonie grandiose et de grande réjouissance graver son nom dans l'histoire de son département, mais surtout dans les cœurs de ses électeurs, en dotant la commune de Sabongida d'une ambulance flambant neuve. Je voudrais très sincèrement remercier du fond du cœur ces dignes fils du terroir, à la personne de l'honorable député Yao Maman, qui vient d'offrir une ambulance à la commune de Sabongida. Cette ambulance servira d'abord Sabongida, mais rassurez-vous, elle sera utilisée aussi au niveau du département, pour le bien de toute la population du département. À l'honorable député Yao Maman
de rassurer les populations de Madawa de son entière disponibilité à répondre à leurs préoccupations. Chère population de Sabongida, pour connaître les hommes, il faut les voir agir. En tant que votre élu, je me dois d'être à vos côtés. Le don symbolique et modeste de cette ambulance en est la parfaite illustration. En marge de cette cérémonie, le Rassemblement des jeunes pour la Renaissance du Niger, section de Madawa, a rendu public une déclaration pour témoigner leur soutien au président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, et leur dévouement à leur leader incontesté, Yao Maman. Félicite et encourage l'effort constant de l'honorable député Yao Maman pour le soutien qu'il ne cesse d'apporter à la jeunesse du département de Madawa et les remercier une fois de plus du don honorifique d'une ambulance pour la population de la commune de Sabongida. Ensuite, s'en est suivi l'instant solennel de remise de l'ambulance, un geste salutaire et hautement significatif, apprécié par les autorités administratives et coutumières. Autre défi à relever pour notre élu national, c'est d'apporter sa contribution pour le développement de l'éducation dans son département. Cette action du député Yao Maman doit faire école. Le lancement des activités Airtel Jeunes Talents dans la région de Tawa a été marqué par une conférence de presse dans la salle de réunion de l'hôtel Tarka. Au cours de cette importante rencontre, les membres de la délégation de FENIFOOT, le représentant du directeur général Airtel Niger et ses collaborateurs ont tour à tour pris la parole pour édifier les participants et les présidents des différentes ligues régionales de football sur l'engagement pris par Airtel Niger pour accompagner le football nigérien, mais aussi les innovations et le programme élaboré par la FENIFOOT pour travailler sur cette 4e édition de Airtel Jeunes Talents. Je fonde l'espoir que ce tournoi qui commence aujourd'hui servent à déceler des talents qui auront demain de la victoire. L'objectif recherché à travers ce tournoi est de mettre en exergue l'immense réserve de footballeurs, mais aussi à créer des conditions pour mettre sur pied des systèmes de renforcement des capacités de footballeurs talentueux pour nos clubs, nos ligues et notre équipe nationale, le MENA. Dans son intervention, à son tour, le représentant de la FENIFOOT se prononce sur les mesures qui ont été prises au profit de la réussite des activités de la 4e édition afin de sélectionner une équipe capable de défendre les couleurs du Niger aux compétitions internationales. Et cette œuvre dont nous procédons au lancement solennel concerne l'ensemble de nos régions et permettra certainement de mettre en place une équipe nationale de la catégorie concernée pour représenter dignement le Niger et Airtel Niger au championnat d'Afrique AJT 2014 qui aura lieu du 25 au 30 août 2014 au Gabon. Nul doute que c'est une sélection de qualité qui sera montée par nos techniciens qui, à l'instar des éditions précédentes, ont su choisir les meilleurs éléments qui ont permis au Niger de remporter par 2 fois le trophée mis en jeu.
Quant au secrétaire général du gouvernorat de la région de Tawa, se réjouit du choix de la région de Tawa pour abriter le lancement des activités RTL Jeunes Talents. Ce projet au profit du développement du sport au Niger nécessite la mobilisation de tous les Nigériens afin de détecter ce jeune talent à la base, ce qui va renforcer les capacités des différents présidents des ligues régionales pour constituer une équipe jeune capable d'élever haut les couleurs du Niger, comme prévu au Gabon, l'édition prochaine du 25 au 30 août 2014.